Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire est un pan d'activité très important en France qui n'est peut-être pas visible facialement par rapport aux autres pans d'activité nationaux, mais qui représente aujourd'hui environ 10% du PIB national. L'économie sociale et solidaire, c'est un ensemble de structures, un ensemble d'organismes qui se réunissent autour d'une idée essentielle, celle de l'intérêt collectif, de l'intérêt général. C'est toutes les entités qui apportent un soutien à des publics en difficulté, à des personnes en situation de fragilité, à la préservation du patrimoine national, à la préservation de l'écologie, évidemment. C'est une activité, un pan d'activité qui a été défini par la loi Hamon du 31 juillet 2014, mais qui existe depuis toujours dans notre économie. Et dans ce cadre-là, les structures qui s'occupent de cette activité-là sont des structures, ce qu'on appelle des structures à but non lucratif. Ce sont toutes nos associations, toutes nos fondations, nos fonds de dotation, ce sont également nos mutuelles, ce sont également nos coopératives qui apportent un soutien essentiel pour la collectivité. Donc on est dans une pluralité, je pense, d'interventions, parce que l'économie sociale et solidaire, c'est un domaine qui est relativement vaste. On peut voir aujourd'hui que de nombreuses associations peuvent finalement être un prolongement de certains services publics, avec l'État qui décide de leur confier certaines missions qui soit lui revenaient, soit qu'il va considérer comme intéressantes, et donc compter sur son tissu associatif. On a vu pendant le Covid que l'État avait compté comme jamais sur le secteur, qui avait pu prendre en charge de nombreux domaines d'intervention. C'est aussi le moyen pour de nombreuses personnes, qu'elles soient commerçantes, particulières, etc., de se réunir autour d'un projet. C'est un domaine finalement qui est très protéiforme. Nous, dans notre domaine d'intervention, on intervient quand même malgré tout au profit d'associations qui œuvrent pour la collectivité, que ce soit dans le domaine sanitaire et social, dans le domaine sportif, dans le domaine culturel, dans le domaine écologique aussi. Et donc ces associations ou ces différentes structures, en réalité, se trouvent confrontées à un problème assez récurrent. Une association ou une petite structure, fonds de dotation ou autre, à la base, c'est un collectif d'individus qui va s'intéresser à une problématique, qui va se réunir pour tenter d'y apporter une réponse personnelle, une réponse de terrain issue de leur expérience. Pour cela, la plupart du temps, il va compter sur des financements, mais étant une structure non lucrative, on ne va pas rentrer dans des logiques capitalistiques de levée de fonds, parfois un peu d'emprunt bancaire, mais moins. On va compter sur d'autres ressources. Ces ressources, ça va être lesquelles ? Le mécénat, donc finalement des mécènes qui vont être recherchés pour apporter des financements avec une fiscalité avantageuse dans certains domaines. Ça va être des subventions publiques, donc ça va être la capacité de l'État et des collectivités et de ces émanations à apporter des financements. Et à partir de cela, on ne peut pas avoir la même approche, que ce soit dans le domaine capitalistique de manière générale ou dans le domaine de l'ESS. Et c'est là que va se poser un certain nombre de problèmes. C'est que beaucoup de structures vont parfois connaître une montée progressive, voire même une explosion de l'activité, parce que le besoin est réel. Besoin, par exemple, de nourrir les personnes en situation de malnutrition, besoin d'apporter des produits d'hygiène, besoin dans le mal-logement ou toute autre chose. Et donc, ces structures vont connaître une croissance plus ou moins rapide. Et à un moment donné, elles vont atteindre une taille critique qui va, au regard des exigences actuelles de l'administration, de l'État, voire de l'Union européenne, nécessiter une forme de professionnalisation extrêmement rapide. Et c'est parfois là que nous, on va être sollicités, parce qu'en réalité, ils vont se retrouver dans une situation de blocage. Soit les financements vont devoir en réalité financer les professionnels et mobiliser le domaine, les employés du domaine pour réussir à répondre aux normes et aux exigences qui leur sont imposées. Soit finalement ils ne vont pas réussir à passer ce cap-là. Et nous, dans notre domaine d'intervention, finalement, on va être sollicité pour des questions très diverses. C'est-à-dire, à un moment donné, on fonctionnait en se serrant la main, mais il va y avoir des discordes qui vont apparaître, parce que plus la structure grossit, plus potentiellement le projet politique peut devenir évalescent, ou en tout cas partir dans des directions différentes. Là, que font les gens ? Ils se réfèrent au statut, aux actes primordiaux.
Et du coup, il va falloir les interpréter. Et tu as raison, Jérémy. Une des difficultés, outre les difficultés de financement dont tu parles, dont font face aujourd'hui les structures de l'économie sociale et solidaire, est aussi la difficulté d'un délitement du militantisme associatif et du militantisme mutualiste également. Nous avons de moins en moins aujourd'hui, nous le constatons depuis des années, mais ça s'est accéléré ces dernières années, de moins en moins de bénévoles, de moins en moins de personnes volontaires de s'investir de manière non lucrative, puisque ce sont des structures à caractère non lucratif, de s'investir dans ces domaines d'intérêt général. Et donc, outre la perte, le dessèchement des financements, que ce soit des financements privés ou des financements publics, nous sommes confrontés, enfin ces structures sont aujourd'hui confrontées, et nous également en tant que professionnels qui les ont, sont confrontés à une déperdition de la masse des bénévoles qui peuvent les aider. Et du coup, ça crée des problématiques structurelles, organisationnelles, puisque moins de personnes, donc plus de difficultés de fonctionnement, de faire fonctionner les structures, donc des difficultés juridiques, avec également de plus en plus grande responsabilisation, voire une responsabilisation pénale des dirigeants, que ce soit associatifs ou mutualistes, ce qui fait peur, évidemment, ça fait peur, ça peut faire peur. Et toutes ces problématiques-là qui s'agrègent font qu'aujourd'hui, alors que, comme je le disais, ce secteur-là représente une part très importante de notre économie, ce secteur commence à être de plus en plus sinistré. Donc notre assistance consiste essentiellement à venir en aide aux structures qui sont dans le besoin, dans les difficultés, que ce soit dans les difficultés structurelles au niveau de leur organisation, que ce soit dans des difficultés financières avec des demandes, des nécessités soit de restructuration, soit de nécessités de recherche de financement. Je pense que là, pour le coup, moi, ça me fait penser tout de suite à un dossier qu'on a pu traiter. Bon, on taira le nom, mais c'est une des plus grosses associations françaises en la matière, qui intervient dans des domaines très multiples, qui a une centaine d'années d'historicité, et qui, justement, à un moment donné, nous a fait part d'une problématique s'agissant, justement, d'un problème de responsabilité de gouvernance. Ce qui se passait, c'est que comme beaucoup d'associations, elle a évolué par sédimentation. Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un projet initial auquel est venu se jouxter de très nombreux projets, et par empilement, finalement, on est parti dans un développement non organisé. Aujourd'hui, cette structure, elle a je pense, une vingtaine d'administrateurs, sauf qu'elle gère autant des activités bénévoles dans le domaine de la santé que des activités économiques dans le domaine du logement, dans le domaine de la nutrition, dans le domaine de la formation. Et finalement, on se retrouve avec un conseil d'administration qui doit statuer sur des décisions complètement protéiformes, sur lesquelles il n'y a pas forcément de compétences. Et vu qu'il n'y a pas eu de construction hiérarchisée et organisée de la structure, par exemple en créant des associations sœurs, en créant des filiales, etc., on se retrouve avec une centralisation de la gouvernance au sein de cette même structure. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les administrateurs soit n'ont pas forcément les compétences pour réussir à statuer, voire à piloter l'ensemble de la structure. Ils délèguent à des opérationnels, mais même, en fait, ont peur d'engager leurs responsabilités, parce que une faute de gestion qui pourrait se traduire en finalement une prise de décision complètement déconnectée d'un secteur dans lequel ils interviennent et qui pourrait créer un dommage, pourrait leur être imputée à un moment donné, individuellement ou collectivement. Et donc nous, notre rôle dans ce cadre-là, c'est déjà de rappeler les bases. Qu'est-ce que c'est que la responsabilité, comment ça s'organise, comment à travers des délégations de pouvoir on peut finalement la distancier ou en tout cas l'étaler, comment on peut restructurer une telle association pour le coup. Que ce soit en interne ou en externe. Oui, en interne ou en externe, pour finalement créer une logique et une hiérarchisation en fonction des secteurs d'activité, en fonction finalement est-ce que finalement on ne peut pas mettre les fonctions support dans un endroit particulier qui peuvent profiter à tous, et là on revient à nos logiques de financement. Est-ce que on peut pas aussi créer des groupements fiscaux, et je parle pas au sens vulgaire du terme, mais tout simplement parce que il faut toujours se rappeler que l'argent levé par ce genre de structure, c'est de l'argent soit public, soit de l'argent du mécénat, et que la plupart du temps ces structures vont avoir pour intérêt principal d'utiliser cet argent pour les bénéficiaires, quitte à se mettre dans des difficultés après,
Et là, c'est aussi tout notre rôle de les informer sur qu'est-ce que c'est qu'un état de cessation des paiements, comment lire un bilan comptable en matière de SS. Comment empêcher l'état de Comment empêcher comment s'en prémunir, bien sûr. Comment s'en prémunir, naturellement. Oui. Ça me fait penser à l'autre dossier, tu sais, sur le club de sport d'une ville du sud de la France, qui avait aussi une activité très protéiforme et qui travaillait en étroite collaboration avec la mairie. Cette étroite collaboration s'est délitée petit à petit et tout à coup, on s'est aperçu qu'il y avait d'énormes difficultés financières avec des centaines de milliers d'euros de trous dans la caisse. Et rappelle-nous comment nous avons aidé à restructurer cette association-là et lui permettre de remettre le pied à l'étrier et surtout de bien se faire voir, ou en tout cas de se faire pardonner, si je peux me permettre, auprès des pouvoirs publics. Sur ce dossier, oui, on avait marché sur des œufs, si je peux me permettre, parce qu'on avait eu le rôle compliqué, en fait, d'assurer le lien, d'une part, entre les pouvoirs publics, les directions juridiques, qui ont leur propre langage, leur propre mode de fonctionnement, leur propre grille d'analyse, et d'autre part, d'assurer la sauvegarde de l'association, de la sauvegarde de ses activités, mais aussi de celle des activités proposées aux usagers, parce qu'il y avait de très nombreux usagers de tous âges qui bénéficiaient des activités sportives. Et qui risquaient de voir perdre les cours de football ou les cours de patin à roulettes pour les enfants. Oui. On se compris le nombreux salariés qui étaient dans la difficulté du fait. Et comment on a restructuré déjà, pour rappel, il y avait une condition sine qua non là-dedans, c'était de renouveler une convention pluriannuelle de financement, de subvention. Exact. Et celle-là a été soumise à finalement des conditions très strictes, puisque la collectivité ne voulait pas subventionner une association dont l'organisation pourrait laisser penser que l'argent allait mal être utilisé ou utilisé à perte. Donc du coup, il a fallu gérer le lien entre la collectivité, encore une fois les juristes, la maire pour le coup, et les associations pour trouver un terrain d'équilibre. Donc là, on a eu une partie de négociation et de traduction juridique des conditions des deux côtés pour trouver un terrain d'accord. Une fois qu'on a mis ça en place, là, il a fallu, en réalité, à cause de la convention, restructurer une association en l'éclatant en 16 associations différentes, chacune titulaire d'une activité sportive spécifique, avec bien sûr des membres qui étaient affectés à chaque association, flécher les différents financements afin que l'association ne soit plus dans une taille critique qui puisse justement, comme je le disais avant, amener à une gestion qui n'était pas tenable au regard du niveau de professionnalisation, au regard de la possibilité d'engagement des salariés des associations. Et donc, on est revenu à quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus horizontal qui permettait à la collectivité de contrôler, qui permettait à la collectivité d'être rassurée par la question des finances, qui permettait de spécialiser l'organisation parce que même s'il y avait une gouvernance collective, finalement, on se retrouvait avec des opérationnels qui n'avaient pas une vision forcément globale, qui était très centrée sur leur activité. On n'avait pas le même niveau d'activité dans chaque association. Et donc, finalement, on a rationalisé le fonctionnement de cette association en rassurant la collectivité d'autre part. Et aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, je crois que ça tourne bien. Ça tourne très bien. Et les emplois ont été sauvés, ce qui était essentiel. Oui. Et les activités ont toutes été maintenues, alors que c'était pas gagné. À cela s'ajoutait, rappelle-toi, la problématique du lien aussi entre ces associations nouvelles qu'on a créées et les fédérations sportives, parce que il n'y avait pas que la problématique des relations avec la mairie, donc avec les pouvoirs publics, mais aussi des problématiques de création de liens nouveaux avec les fédérations sportives, chacune dans son domaine d'activité, qui aussi, ces fédérations-là, avaient perdu également confiance dans l'association qui finalement vivait très mal auparavant. Donc effectivement, c'était un dossier plus qu'intéressant, puisque nous avons permis à une très grosse structure, finalement, de se scinder en plein de petites associations, enfin plus petites associations, mais qui, in fine, continuent à travailler ensemble sous l'égide d'un office des sports qui
avec des représentants publics qui permet de contrôler Ouais. ce qui se fait dans chacune des associations. Et donc du coup, Jérémy, toutes ces problématiques qu'on évoque nous amènent finalement à conseiller à nos clients de prévenir toutes ces difficultés, puisqu'il peut y avoir des problématiques de seuil, que ce soit en nombre de salariés ou en nombre de financements publics perçus, qui font passer, effectivement, comme je disais tout à l'heure, un palier à certaines associations ou fondations ou fonds de dotation. Et on s'aperçoit qu'à partir de ces seuils-là, des difficultés peuvent apparaître. Donc il est très important d'anticiper cela. Oui, je pense que c'est vrai. À partir du moment où on recrute des salariés plus de 11 ou plus de 50 pour des questions de CSE, mais aussi pour des questions d'URSSAF qui peuvent être parfois complexes, d'attribution de numéro sirène, à partir de 253 000 € pour des questions déclaratives en termes de financement, je pense qu'une association a tout intérêt à se prémunir des difficultés, puisque finalement, construire un cadre de base qui est intelligible, qui est compris de la gouvernance, permet après de déployer son activité plus tranquillement, d'assurer la confiance des bailleurs de fonds et des mécènes, et donc finalement d'atteindre le but d'intérêt général que l'association s'est fixé.